Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons démarrer cette conférence. On va essayer de tenir le timing. Donc bienvenue sur Salon Sido, donc première édition à Paris après nombre d'éditions lyonnaises. Donc la thématique, le sujet de cette table ronde est celui de l'avenir de l'entrepôt. Donc automatisé, est-ce qu'il sera ou est-ce qu'il ne sera pas? A priori, on va plutôt répondre positivement à la question. On connaît depuis plusieurs années, et la crise sanitaire que nous venons de vivre a encore amplifié cette tendance, cet essor du e-commerce, des questions aussi de relocalisation ou de meilleure gestion ou de meilleure maîtrise aussi des supply chains. Et on a aujourd'hui des entrepôts qui franchissent de plus en plus le cap de l'automatisation. On est dans des impératifs de compétitivité. La concurrence est toujours dans des logiques de concurrence qui sont importantes. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de technologies, de solutions qui sont disponibles depuis un certain nombre d'années, mais qui continuent d'évoluer, donc notamment tout ce qui est véhicules à guidage automatique, on parle des AGV, les systèmes de navettes dans les rayonnages, des bras de saisie, des inventaires par drone. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont testées et qui sont de plus en plus industrialisées aujourd'hui, avec toujours l'objectif d'améliorer la gestion des flux logistiques de l'entrepôt, avec toujours des logiques effectivement de ROI, d'investissement, puisqu'on est dans l'industrie, des impacts sur les organisations. On va, pendant ces 3 quarts d'heure, essayer de balayer le sujet avec 3 intervenants. Donc, Patrice Henrion, vous êtes directeur général de Bois Concept, donc au milieu des 3 intervenants. Gilles Mahé, vous êtes avant-vente IoT Analytics de Software AG, donc première personne sur votre gauche. Et puis, Uwe Klerner, vous êtes directeur commercial d'Alstiv Group. Moi-même, je suis Jean-Philippe Malissé, donc je dirige Captronic, qui est une association qui accompagne les entreprises dans l'intégration d'électronique et de logiciels embarqués dans leurs produits et dans leur process de production, en essayant d'optimiser au maximum le fonctionnel et de l'ajuster par rapport à la possibilité des technologies. Donc on n'est pas fournisseur directement de solutions, mais on est sur de l'accompagnement. Alors, en quelques mots, messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Alors, monsieur Mahé, en quelques mots, Software AG, donc vous êtes spécialisé donc plutôt du monde de l'IT, oui, mais très présent aussi sur la partie logistique et de plus en plus. Oui, bonjour. Donc Gilles Mahé, Software AG. Donc Software AG, c'est une entreprise allemande, deuxième éditeur logiciel en Allemagne derrière SAP. C'est environ 5000 personnes dans le monde, un chiffre d'affaires qui est un petit peu en dessous d'1 milliard d'euros. Et effectivement, nous intervenons, historiquement, nous intervenons dans le monde de l'IT, mais Software AG a fait l'acquisition et le développement de plateformes IoT, donc qui vont participer dans tout ce qui est le monde de la supply chain et de suivi dans les entrepôts. Merci. Patrice Henrion, vous êtes donc directeur général de Bois Concept. Donc en quelques mots, vous avez réussi une introduction en bourse. Puis vous avez une belle croissance de chiffre d'affaires, même si 2020 était un peu compliqué. Oui, comme chez tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe. Bois Concept, c'est une entreprise stéphanoise créée il y a 10 ans. Nous sommes des spécialistes de l'intralogistique, de l'automatisation des entrepôts. On fait un métier qui est vieux de 30 ans, qui repose sur la transitique en entrepôt, mais on l'a abordé d'une manière très différente en créant un univers d'objets connectés dédié à la transitique, au stockage automatisé pour automatiser les tâches répétitives dans l'entrepôt. Donc oui, des années 2020 difficiles, mais j'ai envie de dire comme beaucoup ici, mais avec un sujet très paradoxal, c'est qu'on était collectivement sur une année parfois au ralenti, sur des prises de décision qui étaient différées, mais avec des sous-jacents dans nos secteurs que sont le e-commerce, que sont l'immobilier logistique, qui eux galopaient, donc on savait très bien qu'on allait repartir très très vite à la hausse et retrouver nos 50 points de croissance annuels traditionnels, j'ai envie de dire. Et on vient effectivement d'introduire une partie du capital en bourse pour poursuivre notre développement. Merci. Uwe Klerner, donc vous êtes directeur commercial d'Alstiv Group, donc aussi présent effectivement dans l'entrepôt. Oui, tout à fait. Depuis longtemps. Le groupe ASF, c'est le mariage entre ASF Automation, peut-être connu déjà pour des solutions d'entreposage automatisées, et BA System, donc un faiseur traditionnel français des AGV.
Un groupe français avec une partie de l'activité dans l'aéroportuaire et une autre partie, donc la moitié à peu près, dans l'intralogistique. Un groupe français, comme je disais, avec à peu près 800 employés à travers le monde entier et un chiffre d'affaires toujours en croissance de à peu près 200 millions cette année. Aussi, double-digit croissance annuelle sur l'activité au global. Groupe français familial, je souligne. Ok, alors je vous propose un petit film, enfin en 2 films, pour présenter un petit peu. Ça me semblait intéressant de vous montrer aussi des images, puisqu'un entrepôt automatisé, c'est beaucoup de choses qui bougent, et c'est intéressant de se... Alors attendez, c'est le numéro 2, j'arrête le diaporama. On va venir sur ces 2 films. Donc, je vous laisse le commenter en quelques mots. Oui, tout à fait. Donc là, vous allez voir donc, brièvement une installation qui est dans le groupe Pasquier, au Cercieux, où on a une combinaison d'une solution complète automatisée avec différentes possibilités, différents outils, on va dire. Donc là, vous voyez des AGV qui font l'évacuation des bords de ligne ainsi que l'alimentation, donc avec des matières premières. Sortie de stock, donc combiné avec donc, un stockage automatisé. Pardon, merci. Avec un stockage automatisé, donc de type transstocker, multiprofondeur, avec une transitique plus classique pour optimiser un maximum aussi bien les flux que l'investissement, tout en gardant une flexibilité avec donc une préparation de commande, comme vous pouvez éventuellement le voir également, aussi bien automatisé que manuel, suivant donc le besoin. Et les couches sont robotisées et puis les colis sont manuellement colisés par-dessus. Donc ça, c'est une combinaison de technologies diverses et variées du groupe pour arriver donc à une installation complète très efficace, en partie dans un environnement réfrigéré. Évidemment, c'est un peu en accélération. Ça serait dangereux les palettes sinon à cette vitesse. À cette vitesse-là, ça peut être dangereux, en effet. Donc vous voyez, vous avez juste aperçu la robotisation de couches, donc la préparation de commandes à la couche. Et ce qu'on va faire par la suite ou à côté, c'est l'épicerie, comme on appelle ça, donc de compléter les palettes entamées avec des colis à l'unité, par exemple, comme vous pouvez voir ici. Donc aussi de manière ergonomique. Avec des navettes qui font la liaison entre les deux dans les zones sécurisées pour économiser de l'espace et évidemment accélérer le processus. Donc ça va évidemment jusqu'au contrôle de cohérence, forcément, et jusqu'au chargement des camions qui lui-même peut aussi être automatisé. Donc après, c'est un sujet qu'on va aborder après, qu'est-ce qu'on doit automatiser et qu'est-ce qu'on ne doit pas automatiser. La clé est un peu entre les deux, c'est de choisir les sujets qui font sens à être automatisés pour avoir un retour sur investissement tout en gardant une flexibilité d'évolution. D'accord. Deuxième film, les 2 films s'enchaînent, donc je vais peut-être les enchaîner, puis après on reviendra sur les échanges, mais ça vous permet d'avoir un petit peu une illustration et des images et de vous représenter concrètement ce que ça veut dire, les solutions d'entrepôt automatisées. C'est un autre cas d'exemple qui a été mis en œuvre par Bois Concept. Donc Patrice vous laisse le commenter, donc vous allez reconnaître un accessoire de loisir, ce sont des boules. Boules de pétanque. Les boules de pétanque en France sont faites dans la Loire. On a quelques fiertés locales. Personne d'entre vous n'était allé à Saint-Bonnet-le-Château, donc je peux en parler tranquillement.
je vais pas forcément vous laisser regarder le film. Vous donnez la parole à la salle en fin sur les questions. Tout à la fin. Ok, j'allais dire, donc on déroule le monologue. S'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, ben gardez-les pour vous. On les prendra tout à l'heure. Donc oui, on a choisi ce film-là tout simplement pour illustrer le fait que l'automatisation, on parle aujourd'hui de vulgarisation d'automatisation, de démocratisation d'automatisation. On a pris un film de ce type-là pour montrer que l'automatisation d'entrepôt, ce n'est pas réservé aujourd'hui à des grandes entreprises, des multinationales ou autres. On a une véritable démocratisation de ce qui se fait dans l'entrepôt. On y reviendra tout à l'heure. Et le film qui tourne derrière moi démontre qu'une entreprise familiale, 150 salariés, activité très saisonnière dans la pétanque, est tout à fait éligible à des niveaux d'automatisation finalement assez aboutis. L'automatisation soigne souvent une douleur, j'ai envie de dire, dans l'entrepôt. Le client en question avait des problématiques de stockage sur des produits lourds, donc il a fallu trouver un système, alors non pas de stockage de palettes comme mon confrère, on a des activités qui sont régulièrement complémentaires plus que concurrentes, mais un système de stockage autour des bacs de triplettes, parce que des triplettes c'est lourd, quand vous en mettez 15 dans un bac c'est très lourd, donc des problématiques très particulières sur lesquelles l'automatisation va apporter une réponse sur les TMS, sur l'ergonomie des postes de travail. Et vous avez dans le film qui tourne derrière, j'allais dire, un panel assez large des technologies qui ont été mises en œuvre, donc du stockage automatisé sur des bacs plastiques, de la transitique intelligente avec une traçabilité des produits, des zones de regroupement, donc là il n'y a que les experts qui l'auront vu sur le film, tout simplement parce que quand vous commandez quelque chose chez Obut, vous commandez votre triplette de compétition, où c'est écrit pour tonton Roger, et puis vous commandez la triplette pour le gamin, et puis tout ça, j'allais dire, il va falloir que ça sorte d'un stock centralisé, mais que ça se retrouve à un moment donné, alors que la triplette personnalisée, elle va mettre peut-être 20 minutes à être gravée, que la chiffonnette, elle va sortir d'un stock classique. En fait, c'est une gestion des flux derrière lesquels la data a beaucoup de sens. Et mon confrère en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, on est sur un sujet d'automatisation, accessible sur l'entreprise familiale, stockage, transitique, étiquetage automatisé, tri transporteur, toutes les fonctions qu'on peut retrouver suivant, avec des envergures différentes dans les différents entrepôts. Et pour poursuivre, les principaux bénéfices clients que vous apportez, là vous avez commencé à en parler, mais si on généralise au-delà d'Obut, les principaux bénéfices que vous apportez sont de quel ordre? Alors, je ferai une petite digression parce qu'on met souvent l'automatisation en face d'une concurrence exacerbée. C'est vrai, automatiser, ça permet de gagner en productivité, ça permet d'être plus rapide que le confrère, mais quelque part, c'est nous qui forçons ces entreprises à s'automatiser. C'est notre comportement de consommateur qui aujourd'hui trouve logique de commander le matin à avoir quelque chose le lendemain, avoir le soir à avoir quelque chose le lendemain, et puis on est habitué dans la pharmacie, à la limite, passer à la pharmacie le matin, repasser l'après-midi en ayant le médicament en question. Donc en fait, c'est le comportement du consommateur, c'est la concurrence, et c'est, j'ai envie de dire, la nécessité en fait de faire le service. On est une activité, la logistique est une activité qui consomme beaucoup de bras, même en automatisant, on continue à consommer des bras, et les bassins d'emploi font que les entreprises n'ont pas toujours la possibilité de trouver les salariés nécessaires pour réaliser leur activité. Et quand vous arrivez sur une période qui commence, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui finira au 10-15 janvier, quand vous enchaînez Black Friday, Noël, la return logistique de retour, etc., la reverse, on se trouve sur une période où finalement l'automatisation, c'est pas la concurrence, c'est même pas le besoin client, c'est la nécessité, parce que ce pic d'activité doit être absorbé et que les bras qu'on a à mettre en face ne sont pas forcément disponibles. J'ai répondu un peu de traviole à votre question, j'en ai conscience, mais... Tout à fait. Gilles Mahé, de votre côté, est-ce que vous avez un cas un petit peu d'usage aussi à nous présenter? Donc effectivement, nous ne sommes pas fournisseurs de hardware, nous sommes éditeurs logiciels. Et aujourd'hui, on travaille sur des cas d'usage qui vont s'appuyer sur tout ce qui va être stockage en entrepôt, notamment sur les conditions de stockage en pharmacie. Donc suivi des températures de stockage, suivi aussi de tout ce qui peut être choc sur les conditions de stockage. Et au-delà de la notion de stockage, on va aussi aller sur la partie logistique, donc pouvoir assurer une continuité grâce aux plateformes IoT en temps réel entre le stockage et la livraison jusqu'au client final, donc que ce soit du B2B ou du B2C, puisqu'on va pouvoir apporter des logiques de track and trace, donc faire du suivi de colis, de conditions de transport des colis. Et on a un cas d'usage aujourd'hui, notamment sur qui combine du multimodal, donc avec du routier et de l'aérien, donc suivi du LD, qui sont les conteneurs qui sont embarqués dans les avions et pour lesquels il faut vraiment suivre de façon très, très précise
les conditions de transport et s'assurer aussi qu'il n'y a pas de vol ou de fraude durant le transport. Donc là, on va appliquer des logiques de géofencing de façon à s'assurer que les colis ne sont ouverts que là où ils doivent être ouverts, par exemple. Donc ça va être une notion de temps réel. La plateforme IoT n'a pas vocation à vivre toute seule dans son environnement isolé. Et donc, on va apporter en plus des solutions d'intégration d'API de façon à se connecter avec toutes les plateformes environnantes, que ce soit des plateformes qui permettent de passer des commandes, faire du suivi de commandes. Et une fois que le client a suffisamment de données, là, on va faire du process mining, puisqu'on a aussi des outils qui permettent de mapper finalement tous les process logistiques qui sont, je dirais, les process théoriques, et d'alimenter cette plateforme avec de l'information de ce qui se passe en temps réel, de façon à pouvoir mesurer les écarts de process, s'assurer que tout ce qui est SLA qui ont été signés avec les transporteurs ou avec les entrepôts de stockage sont bien remplis, et éventuellement aussi faire des aspects au niveau de l'assurance, puisque lorsqu'un logisticien fait appel à plusieurs transporteurs ou à plusieurs zones de stockage, les responsabilités en cas de dégradation de ce qui est transporté ou stocké vont varier. Et donc, il faut avoir la capacité derrière d'apporter de l'information sur on a eu un problème de température à tel endroit, et c'est donc sous la responsabilité de tel ou tel opérateur. Merci. Donc pour Alstef, au-delà du cas qu'on a vu en vidéo, donc des brioches pasquier, les principaux bénéfices que vous apportez, qui sont importants pour vos clients, quels sont-ils? Déjà, en termes de surface occupée, on a un vrai gain dans l'automatisation, notamment avec un stockage densifié. Évidemment, on va gagner 40-50% d'espace volumétrique sur le bâtiment. Si on est sur un greenfield, forcément, ça va avoir un vrai impact sur le coût de construction. Au niveau énergétique, si on est sur le grand froid, évidemment, refroidir des mètres cubes en moins, c'est un vrai coût, sans parler de l'impact environnemental qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Je reviens aussi à ce que disait Patrice, évidemment, l'assèchement de la disponibilité ouvrière, c'est simplement une raison supplémentaire d'automatiser, sans parler, on va dire, de l'automatisation qui va permettre d'avoir plus de fluidité dans les processus. Justement, surtout quand on corrèle plusieurs processus avec des logiciels qui permettent de corréler les processus de production, de distribution et de stockage, ça permet de fluidifier et donc de lisser, on va dire, la charge entre les différentes opérations, ce qui permet de travailler de manière moins stressée, avec moins d'énergie et moins de risques simplement. Également, l'automatisation permet de traiter les éléments, et notamment les palettes qui peuvent être assez fragiles, de manière plus sécurisée. On a moins de dégâts générés par les AGV ou les transstockers versus une opération manuelle. Bon, tout le monde a en tête les films qui circulent sur LinkedIn où le stock s'écroule. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Effectivement, le risque est un peu plus faible ou moins important avec une automatisation. On a vu tout à l'heure les TMS avec au but, parce que c'est quand même des caisses qui sont lourdes. Si vous avez déjà joué à la pétanque, vous voyez ce que ça pèse 3 boules, donc une caisse de boules, ce que ça peut représenter. Mais également, vous le soulignez quand on a préparé cette conférence, des entrepôts réfrigérés. Alors en grand froid, n'en parlons pas, mais c'est aussi des conditions de travail qui sont compliquées. Donc de limiter aussi les manipulations et la présence d'opérateurs dans ces entrepôts, c'est aussi un vrai plus. Notamment en grand froid, parce qu'on prépare là, c'est moins 25 degrés, c'est 30 minutes au maximum de présence dans l'entrepôt. Oui, il y a ça. Et sans parler de ça, effectivement, c'est tout simplement les équipements, enfin, les gens qui doivent rentrer dedans, ils ne rentrent pas dedans pour travailler. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué et très coûteux en termes de main-d'œuvre. Sans parler d'en trouver, en fait, qui sont capables et volontaires de faire ça. On a parlé de données, de lien aussi avec tout le système d'information, qui est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, comment vous
Patrice, comment par exemple vous gérez tout ce qui est gestion de la disponibilité en termes de maintenance, gestion de la maintenance, la mise en œuvre également de vos solutions? Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont, en termes d'intégration, qui sont importants. Ce sont de... Vous n'entendez plus là, c'est ça? Merci. Ce sont de vrais sujets dans la mesure où l'automatisation s'adresse à de plus en plus de monde. Mon raisonnement, il est simple, hein, il se base sur deux difficultés ou deux points à travailler, c'est dépendance et expertise. Nos clients, quand on est dans les premières phases d'automatisation, travaillent sur je vais automatiser, mais je veux devenir dépendant d'un système. Donc on cherche à le rassurer. On cherche à le rassurer par les technologies qui sont mises en œuvre, par sa capacité à se les approprier, à y aller faire vivre. Donc cette notion de dépendance, elle va de pair avec l'expertise, tout simplement parce que les gens qui nous confient de l'automatisation aujourd'hui ne sont pas forcément des experts. On a beaucoup, 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est du e-commerce. Le e-commerce, c'est une activité d'achat qui est vieille comme le monde, achat-revente, simplement le média qui a changé. Et ce sont des gens qui sont très staffés en développement, en acheteur et en distribution, mais qui en maintenance, ce n'est pas leur job. Donc quand ils choisissent d'internaliser de l'automatisation, ils cherchent à avoir des solutions qui sont très orientées utilisateurs sur lesquelles ils peuvent prendre la main. Et ça, c'est très important, je trouve, dans l'automatisation, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan soft ou sur le plan hard, les nouvelles technos qui sont à la disposition des entrepôts, elles sont orientées utilisateurs. Elles ne s'adressent plus exclusivement à des experts ou à des armées d'automaticiens ou d'informaticiens. Et ce sentiment de dépendance permet justement c'est mon appréciation du marché, permet à de nouveaux acteurs de s'équiper en automatisation. Et pour raccrocher à votre question, là maintenant, c'est simplement le déroulé de cette stratégie. C'est-à-dire qu'on cherche à rendre, côté Bois Concept, le client le plus autonome possible pour sa maintenance de niveau 1, pour sa prise en main des installations, pour la modularité, voire même le déplacement de ces installations. On cherche à avoir des clients qui ne dépendent pas exclusivement de nous. Bien sûr, on a une hotline, bien sûr, on est capable de prendre la main à distance sur nos installations à travers des VPN, etc. Mais j'allais dire, c'est quelque chose qu'on met en place pour faire de la réassurance, mais on cherche à ce que le client soit autonome. Donc on fait de la maintenance préventive. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de graissage, il y a de moins en moins de chaînes, il y a de moins en moins de choses comme ça. Donc l'orientation sont plutôt des systèmes de plus en plus électriques. Le pneumatique commence à sortir même des étiqueteuses aujourd'hui où on est de plus en plus sur des solutions full élec. Donc on a beaucoup moins de problématiques autres. Et les principales problématiques sont... j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le véritable sujet, il est sous le niveau de la mer, il est informatique, et c'est comment des DSI se parlent entre eux et arrivent à faire cohabiter des systèmes. Et là, je rejoins tout à fait ce que Uwe disait, c'est quelque part, ce que vous voyez tourner sur les films, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout se passe en dessous, c'est-à-dire que tout se passe sur des branchements d'API. Pour qu'on fasse collectivement notre boulot comme il faut que les systèmes se parlent entre eux. Et les nouvelles technos, la souplesse que les nouvelles technos mettent sur ces problématiques nous aident beaucoup aujourd'hui à être plus efficaces et moins enfermants, j'allais dire, pour les clients. Merci. Gilles Mahé, vous êtes au cœur de cette gestion du système d'information. Donc aujourd'hui, comment vous êtes organisé, comment vous organisez les projets pour effectivement, on est sur du multi-intervenant. Comment vous travaillez aussi avec les différents offreurs et ce que vous apportez aussi en termes de projets, de méthodos sur ces sujets-là. Nous là-dessus, donc en fait en tant qu'éditeur logiciel, on va s'appuyer sur des partenaires, donc des intégrateurs qui connaissent ces métiers, parce qu'en tant qu'éditeur logiciel, on ne va pas forcément connaître les métiers de façon très, très détaillée, donc on va s'appuyer sur des intégrateurs qui vont accompagner le client final dans l'implémentation de solutions IoT, de solutions d'intégration d'API, de process mining. Et je voulais revenir aussi sur la partie maintenance. Ce que l'on a aussi dans notre plateforme IoT et dans nos produits, c'est tout ce qui va être maintenance prédictive. Donc on a la capacité d'intégrer dans la plateforme IoT des modèles de maintenance. Je pense notamment à de la vibration, puisque ça peut être des choses qui se produisent dans l'entrepôt sur des machines, et de pouvoir détecter en avance de phase des problèmes qui pourraient survenir sur un équipement. Donc vraiment, nous, on va s'appuyer sur ces intégrateurs qui connaissent les métiers. On a bien évidemment dans l'entreprise des équipes de service, donc qui peuvent apporter du consulting supplémentaire. C'est mon rôle, notamment sur la partie IoT et Analytics. D'accord, merci. Uwe, de votre côté, en termes de gestion de la disponibilité, de gestion de la maintenance, qu'est-ce que vous proposez? C'est partie des choses importantes dans les taux de disponibilité. Comment vous vous organisez, comment vous êtes structuré pour répondre à cette problématique?
Je vais boucler la boucle en fait parce que nous sommes un des intégrateurs qui vient d'être nommé. Oui. Effectivement, donc notre rôle va être de prendre la responsabilité sur non pas un flux modulaire, donc d'un module, un AGV, un transstocker, mais sur un flux corrélé, global. Et là, effectivement, on va être amené à mettre en œuvre nos propres solutions, mais aussi à intégrer des solutions sur lesquelles nous, on va, de manière informatique, prendre la main, les piloter. Et à ce moment-là, on va récolter donc des informations à travers différents outils pour créer donc nous on appelle ça un analyzer, qui est en fait un tableau de bord BI en quelque sorte, qui permet de détecter les zones à risque, les zones défaillantes en avance de phase, mais aussi en temps réel, donc avec après des possibilités de notification push sur téléphone, sur mail, sur Teams, sur une tablette. Et on va jusqu'à évidemment aussi former des techniciens de nos clients. C'est un peu différent dans un monde dans lequel on évolue en termes de production. Souvent, il y a une certaine compétence déjà qui est présente au sein des entreprises qui sont nos clients. Donc on va pousser ces formations-là au gré de l'évolution de l'installation, et on peut aller jusqu'à, comme on fait dans l'aéroportuaire, à la maintenance résidentielle, c'est-à-dire des techniciens de maintenance Alstef qui sont déployés chez les clients. Donc après, un panel assez large, on passe par des lunettes connectées pour aider à résoudre des problématiques plus rapidement. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre, tout en gardant en tête, comme disait aussi Patrice, de rendre le client le plus autonome possible pour limiter en fait les interventions, limiter les coûts de déplacement et aussi augmenter la disponibilité des équipements, parce que souvent, toujours et encore, dans la mécanique, en fait, c'est relativement simple, hein, il n'y a pas de connaissances spécifiques à avoir, et le reste, c'est de l'IT, de l'informatique, et là, c'est la façon dont se parlent les DSI. Voilà. Patrice, en termes de... Là, on a déjà un petit peu évoqué les différents marchés, mais en termes de... Quels sont les principaux marchés, principales problématiques que vous adressez, et aujourd'hui, quels sont aussi les ROI que peuvent avoir, parce que c'est quand même un sujet important, que constatent vos clients sur vos solutions, ce que vous arrivez à mettre en œuvre? Le ROI est un sujet important, il y a des investissements derrière. C'est pas le seul critère de motivation, mais évidemment, le ROI, on ne peut pas le passer sous le tapis. Les marchés, en fait, alors ça va hérisser s'il y a des professeurs de marketing qui m'écoutent, mais on avait traditionnellement coutume de segmenter le e-commerce d'un côté, e-commerce pure player, qui eux ont tendance de plus en plus à ouvrir des magasins, les retailers classiques qui ont moins de croissance mais qui basculent en interne vers plus de croissance e-commerce. Je pense à des Maisons du Monde ou des Ikea ou des gens comme ça, de l'industrie. Et en fait, ces segmentations, elles ont leur valeur B2B, B2C, mais in fine, elles ont tendance à converger. Et le vrai critère discriminant aujourd'hui, c'est des tailles de colis, des poids de colis et des nombres de multicolis, des types d'expéditions palettes ou colis détail. Parce que vous soyez un professionnel ou un client particulier aujourd'hui, la réserve du magasin du professionnel, maintenant, c'est l'entrepôt automatisé. Elle est plus in situ. Donc vous avez un comportement en tant que professionnel qui se rapproche de plus en plus du B2C. Donc au final, ces segmentations explosent un petit peu. Et on est plutôt sur des spécificités liées à des marchés ou des types de charges. On ne traite pas un médicament comme on traite un t-shirt, c'est normal. Et on est plutôt sur, est-ce qu'on est sur un produit qui a besoin d'une forte traçabilité? Est-ce qu'on est sur un produit qui est très petit dans sa manipulation, qui pose souvent plus de problèmes qu'un bon vieux 400-600 des familles, si je puis dire. Et on va venir compartimenter plutôt un type de besoin pour avoir un process plus adapté. Et au final, que vous soyez sur du pet food avec des sacs de 25 kg, mais si dans le sac de 25 kg vous avez autre chose, finalement c'est le savoir-faire sur ce sujet. Et pour boucler rapidement sur le ROI, parce que je vois que dans le regard, il ne faut pas que je sois trop long, et pour boucler rapidement sur le ROI, aujourd'hui, ça dépend de la douleur que vous soignez dans l'entrepôt, dans l'automatisation. Des premiers niveaux d'automatisation sont accessibles à des entreprises familiales qui ne font pas 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, à 100, 200 000 euros, vous commencez à mettre un pas dans l'automatisation sur des petites fins de ligne, fermeture, étiquetage, tri, transport. C'est des ROI, pour être très concret, qui tournent autour des 18 mois. On arrive à faire des choses assez courtes. Après, quand vous rentrez sur des lignes plus complètes, formeuse de caisse, fermeuse de caisse, préparation de commande, vous êtes plutôt sur du 3-4 ans. Et puis sur du stockage automatisé, mais je vous laisserai répondre. On est sur des périodes, des phases un peu plus longues, mais l'idée d'avoir une notion du ROI,
Aujourd'hui, de toute façon, le ROI il est décorrélé des business plans, c'est-à-dire qu'on n'a plus de clients qui sont capables de se projeter à 3 ou 5 ans, c'est fini. Donc le volume, aujourd'hui, on met les moyens, on cherche des solutions, la scalability, c'est le maître mot dans le déploiement, on cherche des solutions qui soient upgradables, tout simplement parce que le flux qui sera observé par l'entreprise à 12 mois, on a tendance à le connaître, à l'estimer, à 24 ou 36 mois, y compris les grands acteurs aujourd'hui sont incapables de le faire. Donc on s'amuse à calculer des ROI fins à 3 ou 4 ans ou 5 ans, sachant qu'ils ne connaissent pas leur volume à 3 ans, mais c'est un exercice. Ok. Donc, Uwe, pour compléter sur la partie plus transstockage, à la fois en termes de marché et en termes de ROI, est-ce que c'est une question qui est une plus lourde, hein, mais... Il y a à peu près tous les marchés. Alors naturellement, le transstockage, on va dire le stockage automatisé, le grande hauteur, nécessite bien souvent quand même un plan industriel, c'est-à-dire une entreprise industrielle derrière qui fabrique, qui a une production. Néanmoins, on voit arriver ce secteur-là également dans la prestation logistique. Finalement, ce sont quand même les clients traditionnels qui sont derrière. Simplement, ils prestent aujourd'hui même des entrepôts de production en fait. Alors ça c'est bon à savoir. Au niveau ROI, évidemment, ce n'est pas le seul vecteur, comme ça a été dit. On a parlé de réduction de consommation d'énergie. Il y a tout un tas de trucs qui rentrent là-dedans également. Scalabilité, ça c'est effectivement un vrai point. Et juste pour dire, on parle de stockage grande hauteur, mais on parle aussi de simple automatisation comme un AGV. Hein. On peut avoir des solutions à 150, 200 000 euros qui permettent d'amorcer une automatisation plus forte ou simplement en rester là sur un flux relativement simple pour commencer à pénuriser, j'ai envie de dire, une certaine fonction. Ça peut être une fonction pénible, ça peut être justement sortir quelque chose d'un stock froid, l'emmener dans l'ambiance. Ça peut être simplement de faire un transfert, ne serait-ce que des poubelles. Ça peut être intéressant pour ça. Il y a diverses applications où ça peut se justifier, simplement pour permettre d'avoir soit moins d'intérimaires ou de pénuriser la masse salariale et d'avoir un peu moins de gestion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réduit le nombre de personnes travaillant dans l'entrepôt. Ce n'est pas que le nombre de personnes qu'on réduit. Il y a toute une question de managériale qui est derrière, des RH, de suivi, qui n'est pas à négliger. D'accord. De votre côté, donc Gilles Mahé, vous avez, en termes de marché sur lequel vous avez l'habitude d'intervenir, et également en termes de ROI, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui ? Alors, sur les marchés sur lesquels on intervient, les ROI, effectivement, ça va être sur l'optimisation des processus, donc notamment sur la logistique, donc pouvoir bien optimiser les processus logistiques et de prendre le plus efficace, le plus efficient possible. Ça va être aussi toute la partie assurance, donc notamment lorsqu'on va faire du suivi et de détection de fraude ou détection de vol sur des colis. Apporter une solution de ce type-là va avoir un impact sur les coûts d'assurance éventuels, et aussi la capacité finalement de savoir où sont les biens, puisque avant qu'il y ait la IoT et qu'il y ait des solutions dites de track and trace, dès lors qu'un client ne recevait pas son colis, il fallait mettre une dizaine de personnes à passer des coups de fil à droite à gauche. Aujourd'hui, les solutions de track and trace avec les trackers qui existent permettent très rapidement de savoir où se situe le colis, s'il a été livré ou s'il est en voie d'être livré, notamment avec tout ce qui va être l'estimation des délais de livraison sur un site. Et je pense notamment à certains clients qui ont besoin de programmer des équipes pour aller récupérer sur les quais tout ce qui va être livraison. Ça leur permet aussi de savoir à quel moment ils doivent déplacer des équipes, réallouer des équipes pour aller traiter ces choses-là. Et au-delà du ROI, ça va être les nouveaux services qui peuvent être offerts aux clients finaux. Merci. Patrice, quels sont un peu vos conseils, parce qu'on arrive un petit peu sur la fin de la conférence, en termes de mise en œuvre, de difficultés à traiter, de points de vigilance sur les projets, quel est un peu votre
On votre pourra retour, en parler très longtemps. Après, on va pas trop les étirer le principaux sujet. points. Ouais. Mais les principaux points, c'est ne pas sous-estimer le volet SI. Les gens pensent automatisation, ils voient des belles cathédrales de transstockers, ils voient des robots, ils voient des choses qui bougent. Il y a quand même un diagnostic SI interne à faire dans l'entrepôt, ce qui n'est pas négligeable. WMS, lien WMS, ERP, dans notre jargon, jusqu'au WCS en pilotage de charge. Et il y a un point qui est très important qui a été soulevé, c'est l'impact RH. J'ai une position un tout petit peu différente. Les entrepôts qu'on automatise, c'est dans le cadre d'accompagnement de croissance. Donc j'estime que le grand méchant loup de la robotisation qui casse de l'emploi, aujourd'hui on est sur des gens qui cherchent à faire davantage à ISO effectif avec une contrainte de foncier. Donc on automatise pour faire plus, 20, 30, 40% dans le même entrepôt. Par contre, il y a un vrai impact social sur le niveau des collaborateurs. C'est pas une télé, un système d'automatisation, c'est pas un aspirateur, il n'y a pas un bouton on-off et tout fonctionne sans aucun problème. Il y a besoin de pilotes, il y a besoin de connaissances, il y a besoin de management de ligne, il y a besoin d'encadrement de collaborateurs. Et en fait, si j'ai un point à souligner, c'est celui-ci. Le succès, c'est aussi comprendre que dans l'entreprise, il y a une gestion du changement à faire sur les process de préparation de commandes, sur les process qu'on va chercher à automatiser, mais il y a également un point côté RH à ne pas sous-estimer, c'est les compétences dont je vais avoir besoin demain pour faire vivre et faire tourner la machine, si je puis dire. Alors c'est vrai dans tout projet d'innovation, hein, de façon générale, un projet SI historiquement, et effectivement de l'expliquer, accompagner, c'est des vrais sujets. On se rend compte même sur certains points qu'on peut avoir, si c'est mal expliqué, des vrais blocages et des installations qui tombent de façon récurrente en panne, etc. Ça peut aussi arriver dans ce genre de choses, mais on voit dès qu'on amène de l'innovation, c'est comme dans beaucoup de projets, l'aspect humain est très important. Et l'ensemble des parties prenantes aussi, comme vous le soulignez. UE aussi, de votre côté, quelles sont un peu vos principales recommandations sur la façon de conduire le projet ? Je signe totalement ce que vient d'être dit. Je rajouterai que il faut tenir compte simplement du changement de façon de travailler, de culture d'entreprise, j'ai envie de dire, si on vient du manuel pour automatiser. Surtout quand on va automatiser plusieurs processus en même temps. Donc ça, c'est un vrai changement à piloter. À côté de ça, aujourd'hui, c'est facile de se renseigner. Il y a beaucoup de solutions qui viennent à nous à travers les réseaux sociaux, à travers justement des salons et ce genre de choses-là. On peut très rapidement être persuadé d'avoir besoin d'une solution précise et qui finalement ne convient peut-être pas dans un contexte global où il faut s'insérer dans plusieurs processus. Et ça, c'est aujourd'hui notre challenge de quelquefois, on va dire, être obligé de faire comprendre à nos clients que l'idée qu'ils aient en tête n'est pas forcément la meilleure idée dans le contexte de développement et de scalabilité. Donc les solutions, on va dire, plus tracées il y a 10 ans, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en amont de phase sur un conseil, sur la consultation en fait, pour amener une solution et la co-construire avec les clients. Donc ça, c'est très important, c'est de rentrer dans une phase d'échange pour exactement connaître le besoin spécifique du client, parce que même si on travaille dans le même métier, chacun a des spécificités difficiles et différentes. Et il faut en tenir compte pour l'automatisation ou aussi pour, des fois, la semi-automatisation, l'aide à la manipulation. Oui. Pensez plus besoin, processus, contraintes normatives, contraintes de métier, plus que directement à aller directement sur les solutions. Tout à fait. Ça, c'est assez transversal. On a toujours, en tant qu'ingénieur, etc., tendance à aller directement sur les solutions. C'est assez habituel, mais c'est important de le rappeler. Gilles, de votre côté aussi, quels sont un petit peu vos conseils, vos recommandations sur les projets ? Donc effectivement, il y a ce qui a déjà été dit sur la gestion du changement, mais c'est aussi de bien penser les cas d'usage. Donc avant de se précipiter sur la technologie, c'est de bien penser le cas d'usage, ce dont on va avoir besoin. Et la technologie, elle suivra derrière. En fait, la technologie, c'est un moyen pour déclencher le cas d'usage. Et il ne faut pas démarrer trop gros. Notamment en IoT, ça va être un processus itératif. Et il faut croître de façon très, très progressive. Il ne faut pas essayer de démarrer, de vouloir tout faire d'un seul coup. Parce que je dirais que c'est le meilleur moyen d'échouer sur ce type de projet.
Merci. Patrice, pour conclure, un petit tour, puis après je vous laisserai la parole sur vos questions. En termes de grandes tendances, de grandes évolutions, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez arriver, aussi bien en termes de solutions qu'en termes de besoins chez vos clients? En solution, c'est le pendant de tout ce qu'on s'est dit sur la capacité à déployer rapidement des solutions, la scalability, le côté je peux phaser mes projets. Les gens ont des ambitions et des volumes cibles en tête, ils jalonnent les investissements, ils commencent petits pour certains, pour reprendre vos termes, et vous avez raison. Donc les gammes de solutions qu'on est en train de construire sont des gammes qui sont beaucoup plus packagées, faciles à mettre en œuvre, pré-produites. Aujourd'hui, on est capable d'installer des systèmes d'automatisation en moins d'un mois chez un client. Et en fait, on cherche à passer la problématique chez le client parce qu'en moins d'un mois, il a parfois des difficultés à résoudre les sujets ici. Mais les sujets mécaniques, les sujets électroniques, les sujets création d'API génériques, etc. sont packagés dans les solutions. On est capable de déployer des gammes maintenant très rapidement et très rapide à mettre en œuvre. Et l'autre grande tendance de fond, j'ai envie de dire, le marché bouge très vite. On a un marché d'ailleurs qu'on se doit collectivement de rendre plus attractif parce qu'on a besoin de talent, on a besoin de compétences, on a besoin de rendre, de donner un vrai sex appeal, j'allais dire, à la supply, parce qu'il y a peu d'étudiants qui rêvent de faire leur carrière dans la supply alors qu'il y a des métiers qui sont superbes. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on travaille de plus en plus en écosystème d'entreprise. C'est le gros industriel il y a 15 ans qui avait la solution qui couvrait absolument tous les marchés, c'est un peu derrière nous. Et on est en train de concentrer nos savoir-faire et de venir être capable de bosser à plusieurs sur des projets d'envergure. Et j'allais dire, autour de cette table, on peut être amené un jour à bosser tous les trois ensemble sans pour autant phagocyter la part et la valeur créée les uns par rapport aux autres, parce que l'omniscience dans nos secteurs, elle n'existe plus. C'est des secteurs qui ont tellement de ramifications techniques, électroniques, informatiques, IoT et autres, qu'on est en train de plus en plus souvent de répondre à plusieurs sur des problématiques plus larges pour les entreprises. Et c'est un peu un mode de gestion qui est nouveau pour certains d'entre nous. Et ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Donc on a des gammes déployables chez les clients et une logique moins nombriliste dans l'approche des besoins. Et c'est pas parce que je produis une solution que c'est celle qui est la meilleure pour la personne que j'ai en face de moi. Il faut avoir cette capacité à s'ouvrir un peu les chakras. Merci. Votre remarque est vraie dans beaucoup de secteurs. Le fait que plus capable de tout faire tout seul, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et le nombre de technologies, de solutions, de problématiques à étudier, à mobiliser, c'est quelque chose aujourd'hui où s'ouvrir et faire... Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ou eux, de votre côté, quelles sont les grandes tendances que vous observez? Les grandes tendances, c'est effectivement ça. Il y a de plus en plus de solutions. Il faut être capable à les intégrer, à les gérer, à les piloter, en fait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on se penche. On a développé une suite logicielle nouvelle qui nous permet justement de faire ça de manière plus aisée et de manière plus visible pour les clients au niveau du suivi, au niveau de l'implantation et le pilotage de ces installations-là. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui est... moi, je vois une fin de tout ce qui est trop statique en termes d'équipement. C'est-à-dire les choses boulonnées au sol. On ne va pas parler du stockage automatisé parce que ça, c'est inévitable. Mais en dehors de ça, tout ce qui est manipulation, transitique, préparation de commandes, ça, ce sont des choses qui vont devenir de plus en plus flexibles, scalables pour faire place, on va dire, à des évolutions, à des déménagements, à vraiment des évolutions importantes en termes de business du client, voire en changement de propriété également. Pour finir, je vois aussi une évolution, pas que technologique, mais aussi en termes de business model. Aujourd'hui, on est sur des solutions même de 25, 30, 40 millions d'euros qui se font financer en OPEX. Donc on a passé un cap de simplement dire je loue un chariot, ça c'est classique. Mais aujourd'hui, on peut louer des solutions beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est un vrai changement. Merci. Gilles, de votre côté, quelles sont les grandes tendances que vous voyez chez vos clients et de façon plus globale? Alors, les grandes tendances que l'on voit et de façon plus globale, que ce soit dans le monde de l'IoT ou de l'API, c'est vraiment comment exploiter la donnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de capteurs, il y a de plus en plus d'informations qui circulent, que ce soit de la donnée de capteurs ou venant d'autres plateformes finalement. C'est comment on fait converger cette donnée, comment on optimise l'exploitation de cette donnée. Et si on prend la logistique, une des problématiques aujourd'hui, c'est finalement tout ce qui va être solution de track and trace, de suivi de colis ou autre, ça va devenir une commodité. Et c'est
une demande des clients, c'est de dire ok, comment on peut aller au-delà et offrir effectivement un service par-dessus ces solutions qui vont devenir finalement une commodité parce que les trackers deviennent de plus en plus abordables. Aujourd'hui, on peut avoir des trackers pour une dizaine d'euros et de fait, il va falloir pouvoir aller au-delà dans la traçabilité des colis et autres. Merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Toujours. Allez-y. Vous prenez le micro qui est juste en face de vous. Voilà. Alors, Allez-y. 1, 2. Alors, en fait, j'aurais une question. Là, ça serait plus d'un côté pratique sur l'entrepôt. Est-ce qu'il vaut mieux être des automates qui soient chacun autonomes et indépendants, voire qui communiquent, ou une entité centrale qui contrôle toute la chaîne de A à Z? Merci. Patrice ou qui prend la question? Vous avez les réponses en tout cas. Moi, j'ai un avis tranché sur la question. Parce que Tout à fait. on peut pas forcément être d'accord, mais c'est pas très grave. On défendra notre point de vue. En fait, les solutions qu'on déploie aujourd'hui, nous, on se passe à 100% d'automates et on informatise les WCS dans les modules. On vend des briques connectées les unes aux autres, etc. Et on ne centralise plus les pilotages dans les automates. Et dans les systèmes de transitique et de pilotage, la tendance de fond de marché, au-delà du concept qui a été notre genèse il y a 10 ans, la tendance de fond est quand même de sortir du monde de l'automate, parce que le monde de l'automate est extrêmement performant et fait le travail. J'ai des confrères tout à fait respectables qui travaillent encore comme ça, mais ça devient un petit peu antinomique dans la manière de mettre en œuvre les systèmes, dans leur côté un peu rigide et évolutif, où il faut reprogrammer, etc. en permanence. Donc les systèmes informatisés permettent de faire plus de choses en termes d'évolution que les systèmes d'automates. Donc on est bien sûr sur des automates de sécurité pour des problématiques précises, mais par contre tous les sujets de pilotage sont plutôt maintenant remontés dans les briques SI, et on n'a plus d'automates. Et la réponse, il existe des solutions aujourd'hui qui viennent centraliser différents flux d'informations. Et est-ce qu'il y a une couche supérieure, une coexistence de différents systèmes pilotés? Évidemment, aujourd'hui, on cherche à avoir des applications de BI qui permettent de piloter l'ensemble des lignes, d'avoir du capteur et d'avoir de la maintenance préventive plutôt centralisée, parce qu'on ne peut plus demander à un client de se connecter sur 10 applis et de vérifier le fonctionnement de 10 machines dans des univers dispersés. Donc bien sûr, charge à nous d'ailleurs alors ça reboucle avec l'écosystème, de trouver des solutions qui viennent mettre en musique tout ça, mais sinon d'autres acteurs le feront de toute façon, parce que la tendance de marché est à avoir quelque chose de facilement pilotable. Ouais. Je rajouterais juste, en fait, ça dépend de l'application. Si dans un coin, de manière totalement décorrélée, vous avez un besoin d'un transfert A à B, ce n'est pas nécessaire d'avoir un pilotage supérieur. Par contre, si vous avez des flux qui sont corrélés à d'autres éléments dans votre entrepôt, il fait sens qu'il y ait une communication entre eux, et là du coup c'est plutôt la couche effectivement supérieure, non pas l'automate, mais la couche supérieure qui va traduire et piloter les flux entrant et sortant de la zone dont vous parlez. Gilles, vous vouliez compléter aussi ou... Non, sur le sujet, non, j'ai pas forcément d'avis. Vous avez d'autres questions? Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Non, pas de questions? C'était clair pour vous, donc? Pas de souci. Ok, bon bah merci à tous. Merci messieurs. Merci. Merci.